On s'occupe beaucoup de tout ce qui touche entre la France et Israël concernant les sujets fiscaux. Alors moi, ce que je propose, Rachel, c'est qu'aujourd'hui, je vais parler de trois petits points qui ont été abordés lors d'un congrès ça s'appelle en hébreu, c'est les Yoatsemas, c'est les conseillers fiscaux. Chaque année, avant la fin de l'année, il y a les congrès des experts comptables, les congrès des avocats et les congrès des Yoatsemas, c'est tout ce qui est conseillers fiscaux qui s'occupent pour la taxe en Israël. Alors, normalement, ce qui se passe lors de ces congrès-là, c'est avant la fin d'année, ils donnent les directives à suivre, ils parlent de ce que les impôts aujourd'hui ont dans leur collimateur. Et donc, je vais dispatcher en trois l'intervention. Je vais commencer par l'échange d'informations. C'est le premier sujet dont on a parlé. Je vais finir. S'il y a des questions, Rachel, tu me les lis parce que moi, je n'arrive pas à lire les questions. Okay. Vous les écrivez ou vous prenez la parole, je ne sais pas, comme Rachel souhaite. Et après, comme ça, après chaque sujet, on va faire sujet par sujet. Je finis le sujet, vous me posez des questions. Bon, alors, on va commencer. Je vais commencer par l'échange d'informations. On a tous entendu parler de l'échange d'informations bancaires aujourd'hui. On sait que c'est quelque chose qui est très courant. Les pays, sous les directives de l'OCDE, échangent les informations financières des personnes détenant un compte à l'étranger. Et aujourd'hui, il y a une sorte de transparence fiscale. Les pays s'échangent tout. Chaque pays peut avoir des informations de son résident qui détient des comptes en Israël ou qui détient des comptes à l'étranger. Et ils s'échangent respectivement ces informations-là. Alors, on parle depuis 2019, on sait que ça a été appliqué en Israël, l'échange d'informations bancaires. Quand on dit l'échange d'informations bancaires, c'est l'échange d'informations des comptes financiers. Compte financier, ce qu'il faut savoir, c'est le compte en banque. Au 31 décembre, le solde du compte en banque avec les plus-values qui étaient générées sur le compte, les intérêts, le nom, la date et le lieu de naissance du détenteur du compte. Et les comptes aussi en assurance vie, les comptes séquestres, tout ce qui touche à l'argent que cette personne détient. Donc, on va prendre un exemple tout simple. Un Français qui a un compte en Israël, Israël lui transmet les informations. C'est un sujet dont on a parlé plus d'une fois, on l'a évoqué souvent. Là, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est justement le contraire. C'est les personnes qui ont fait leur aliyah ou les personnes qui sont israéliens, qui ont encore des comptes en France, parce que pour la plupart des personnes qui viennent aujourd'hui en Israël, ils gardent leur compte en France, leur assurance vie là-bas, leur caisse d'épargne là-bas. Et ces personnes-là, aujourd'hui, à partir du moment où ils deviennent résidents fiscaux israéliens, c'est-à-dire qu'ils se sont déconnectés fiscalement de la France et qui sont devenus résidents fiscaux israéliens, ils sont assujettis à l'administration fiscale israélienne et doivent rendre des comptes à Israël. Alors, ces gens-là, bien qu'ils aient quitté la France, ils se doivent de déclarer ce qu'ils ont à l'étranger. Pas forcément payer des impôts là-dessus, mais au moins déclarer tout ce qu'on détient à l'étranger et tous les bénéfices qu'on ait pu générer sur des comptes à l'étranger. Maintenant, on va parler d'un exemple concret qui est très simple. Un Israélien, un Français qui a fait son aliyah en Israël, il a encore des comptes, il a des petites plus-values en France sur ses actions. Il a informé la France qu'il n'est plus français, donc la France ne lui prend plus à la source l'impôt sur ses plus-values générées. Et donc, pourquoi? Parce qu'il est sous le régime israélien. Donc, il doit déclarer à Israël. Maintenant, le cas de la aliyah, c'est quelque chose qui est précis parce que le cas de la aliyah, on sait qu'une personne qui vient en Israël a 10 ans d'exonération sur tous les revenus qu'il ait générés en dehors du territoire israélien pendant les 10 premières années. Donc, un type comme ça, normalement, il n'a pas à déclarer à Israël les revenus passifs qu'il génère en dehors du territoire. Mais après les 10 ans, c'est-à-dire une fois que, on va prendre un exemple, une personne a fait son aliyah le 1er janvier 2013, on arrive au 1er janvier 2023, les 10 ans sont écoulés, et il doit commencer à faire une déclaration à Israël s'il a des retraites qu'il perçoit de France, s'il a des plus-values qu'il génère sur des comptes financiers, s'il a des revenus même locatifs. Vous allez me dire, mais peut-être qu'il est déjà imposé dans l'autre pays. Il y a une convention entre Israël et la France, il n'y a pas de double imposition, mais on se doit de déclarer. L'imposition, elle est personnelle. Personnelle, ça veut dire tout ce que j'ai en dehors du territoire, je dois le déclarer à mon pays de résidence. Pas forcément imposé, je répète, pas forcément imposition, mais au moins déclaration. Et on se doit de rendre des comptes à Israël. Mais les 10 premières années de la LIA, l'imposition elle est territoriale, c'est-à-dire que ce que je gagne à partir d'Israël. Après les 10 ans, on doit commencer à établir des déclarations à Israël. Alors avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, l'année fiscale, c'est du 1er janvier au 31 décembre. On finit l'année est terminée. À partir de mars, on peut commencer à établir les déclarations de l'année précédente. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit déclarer à Israël? Comme je l'ai dit, tous les revenus qu'on ait pu percevoir en dehors
du territoire ou même dans le territoire. On a reçu une retraite de France. On a des actions sur lesquelles on a fait des plus-values. On a des revenus locatifs en France. On les déclare dans notre fiche d'imposition en Israël. Donc, pendant les 10 premières années, on n'a pas de problème sur les revenus passifs, mais à compter de la fin des 10 ans, on se doit de déclarer. Maintenant, vous allez me dire, si on ne déclare pas, on continue comme ça, on reste dans le système des 10 ans qu'on avait, on n'a pas besoin de déclarer, et bien là, justement, l'échange d'informations intervient. Si cette personne une retraite en France sur son compte bancaire français, donc il a un compte bancaire français en tant que non-résident français, puisqu'il a fait son ALIA. La France transmet ces informations-là à Israël, et Israël peut venir vous voir et vous dire, attendez, vous percevez des revenus en dehors du territoire que vous n'avez pas déclarés, j'ai reçu ces informations-là du pays d'origine d'où proviennent ces revenus, comment ça se fait que vous ne l'avez pas déclaré? Et c'est pour ça que ce que Eran Yaakov, c'est le directeur des impôts qui a assisté à ce congrès, il a bien précisé, déclarer avant que ce soit nous qui vous envoyons la demande de déclaration, parce que là, ça devient mauvaise foi et ça, on va dire que ça paraît pas très bien aux yeux du fisc. Donc, on gagne quelque chose en France, on a des revenus qu'on perçoit à l'étranger, on les déclare en Israël dans une déclaration qui s'appelle la 1301. 1301, c'est une déclaration qu'on établit en fin d'année. Dessus, sont mentionnés tous les types de revenus, c'est-à-dire les revenus passifs, revenus commerciaux, revenus locatifs, revenus d'étrangers, revenus boursiers, etc. Et on établit cette fiche, on envoie ça aux impôts et eux, ils nous envoient après l'avis d'imposition si jamais on a un impôt à payer. Mais ce qu'a dit le directeur des impôts, le Eran Yaakov, c'est qu'il dit, regardez, nous aujourd'hui, la France m'a envoyé pas spécifiquement la France, hein, mais la France, on va parler pour nous, c'est la France, donc on donne toujours comme exemple la France. Mais il parle de tous les pays qui ont signé justement sur ce traité d'échange d'informations. Il dit, on a reçu des milliers d'informations déjà sur des détenteurs de comptes à l'étranger qui n'ont pas déclaré à Israël. Et il a dit, on va arriver chez chacune de ces personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tout est automatique. L'échange est automatique. Ils n'ont pas besoin de le faire spécifiquement personne par personne. Ils reçoivent des informations, ils voient qu'il n'y a pas eu de déclaration, ils envoient le courrier au contribuable et ils disent comment ça se fait que tu ne m'as pas déclaré ces revenus que tu as générés en dehors du territoire. Maintenant, en Israël, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'IFI comme en France ou de déclaration ou de quoi qu'il se passe qu'on est, c'est-à-dire une personne qui a un appartement en France mais qui ne génère pas de revenus là-dedans, il n'a pas besoin de le déclarer à Israël, à moins qu'Israël lui demande une déclaration de patrimoine. Là, je ne parle pas de la déclaration de patrimoine, je parle de la déclaration de l'avis d'imposition qu'on doit émettre chaque année. Et cet avis d'imposition concerne les revenus et les plus-values, etc., qu'on a générés en dehors du territoire israélien. Donc, ce qu'il a dit de faire, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de régularisation spontanée, ça n'existe plus. Il a dit juste, allez aux impôts, allez voir un expert comptable, allez voir un comptable, déclarer ces revenus-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand je dis déclarer, si une personne est venue en Israël le 1er juin 2014, il n'a pas déclaré jusqu'au 1er juin 2024. Ce n'est pas l'année entière, c'est à partir du jour auquel on est arrivé jusqu'au jour où les 10 ans finissent. Donc, par exemple, 1er juin 2014, on sait qu'on a jusqu'au 1er juin 2024. Et donc, sa déclaration se fera au 31 décembre 2024 uniquement sur la partie de juin à décembre. Ce qui s'est passé au début d'année, on était encore dans les 10 ans d'exonération. Donc, les 10 ans, ça ne compte pas l'année, ça compte le jour auquel on est arrivé. Et lorsqu'on déclare, on va déclarer que la moitié, par exemple, si c'est juin, on va déclarer que la moitié de ce qu'on a gagné ou seulement ce qu'on a perçu de juin à décembre. Donc, ce qui est bien de faire souvent, c'est de demander aux banques un statement, c'est une sorte comment tu traduis ça, Rachel, un statement? C'est une sorte de bilan. Voilà, c'est des relevés qui détaillent et on peut leur demander de séparer, c'est-à-dire envoyez-moi ce qui s'est passé du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024. Parce qu'on doit déclarer à Israël, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, uniquement cette partie-là de l'année dans la déclaration. Et l'année d'après, bien entendu, en 2025, la personne déclarera sur toute l'année. Donc, le premier sujet qui a été abordé lors de ce congrès, c'était l'échange d'informations. Cette fois-ci, on parle des Israéliens qui sont en Israël ou des personnes qui ont fait leur allié avec les 10 ans sont terminés. Ces personnes-là se doivent d'aller ouvrir un dossier aux impôts et d'établir des bilans parce qu'ils
ils affirment avoir reçu vraiment des milliers. Et on sait qu'il y a beaucoup de courriers déjà qui ont été envoyés aux détenteurs de comptes à l'étranger qui n'avaient pas déclaré à Israël. Aujourd'hui, tout est synchronisé. C'est très facile d'arriver aux personnes qui n'ont pas déclaré. Il y a des gens, ça m'arrive souvent au bureau d'entendre des personnes qui disent « Moi, je préfère ne pas réveiller le fisc. Je suis sous le radar, je n'ai pas besoin de le réveiller, je n'avais pas de bilan, je n'ai jamais fait de déclaration. » Non, ne pas réveiller, ce n'est pas bien parce que si eux viennent, c'est pénal. Une non-déclaration, c'est mauvaise foi. Ils savent très bien, on ne peut pas leur dire « Ah, je ne savais pas qu'il ne fallait pas déclarer. Ils ne supportent pas entendre ça, les impôts aujourd'hui. Je ne savais pas, je ne savais pas. » Allez ouvrir. Et très souvent, l'imposition qu'on doit payer, elle est minime. Donc, c'est pour ça que c'est dommage de ne pas déclarer quelque chose. On sait en plus qu'on n'a pas vraiment d'impôts à payer, puisqu'en France, disons, ils ont pris une grande partie déjà, que ce soit sur des revenus locatifs ou sur d'autres activités. Maintenant, ce que j'ai dit dans les 10 ans d'exonération de la ALIA, je parle des revenus passifs. Les revenus commerciaux, même durant les 10 ans d'exonération, on doit les déclarer à Israël. C'est-à-dire, si on fait un travail à partir d'Israël, même si on se trouve dans nos 10 ans qui suivent la ALIA, on doit quand même déclarer à Israël, puisque c'est une activité commerciale. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On sait que l'Israël reçoit les informations de vos comptes en France. On sait que la plupart des Français ont gardé un compte en France. La France transmet automatiquement ces informations. Donc, régularisez-vous ou au moins commencez à déclarer et à établir votre déclaration parce que c'est pas sympa après lorsqu'ils viennent eux-mêmes et ça fait preuve de mauvaise foi. Il y a une question déjà sur ça Oui, oui, Nathanaël. Donc, il y a Franck qui demande est-ce que la communication entre la France et Israël est en permanence ou à la demande ponctuelle d'un pays? Alors, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'échange d'informations, il est dispatché en trois sortes d'échanges. Il y a l'échange spécifique, l'échange spontané et l'échange automatique. Le spécifique et le spontané, c'est des choses que, par exemple, la France, elle a besoin d'une assistance internationale avec Israël. Ça m'est arrivé plus d'une fois de voir ça. Elle demande sur 7 personnes-là en France, je suis en train de le contrôler, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Je demande à Israël de m'assister de façon internationale. À l'époque, ça prenait beaucoup de temps à transmettre les informations. Aujourd'hui, j'ai vu de mes propres yeux que en 2 semaines, la France a demandé une assistance internationale à une banque en Israël. La banque a transmis les informations à la France et la France elle-même a informé le client qu'elle a reçu toutes les informations concernant son compte. Donc, l'échange spécifique, il nous concerne moins parce qu'il existait, on va dire, il existait déjà avant. Aujourd'hui, ce qu'on parle quand on dit la communication, c'est automatique. C'est automatique, c'est-à-dire automatiquement la banque vérifie qui n'est pas français. On voit quelqu'un qui est israélien, on envoie à Israël. Elle voit quelqu'un qui est allemande, elle envoie à l'Allemagne. Ces échanges se font une fois par an. En principe, on dit que c'est en septembre, ces échanges-là. La banque est censée quand même vous informer lorsqu'elle envoie des informations à l'administration fiscale avant de les transférer au pays. Elle est quand même censée informer le client pour leur dire, regardez, en fonction de ce qui se passe dans mon dossier, vous êtes susceptible d'être transféré, que vos informations soient transférées à un autre pays. S'il y a erreur, faites objection, faites appel. Mais l'échange, si jamais on ne répond pas à cette lettre-là, l'échange se fait automatiquement pour tous les non-résidents détenant un compte à l'étranger qui ne sont pas résidents du pays où ils détiennent ce compte en banque. En France, on dit que même les comptes à l'étranger, c'est même Revolut, c'est même PayPal, c'est considéré quand même comme des comptes à l'étranger. Donc, il faut faire attention de bien déclarer puisqu'ils ont les infos. Donc, l'échange, pour répondre, c'est automatique. C'est l'échange d'informations automatique. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, clarifier votre question? Parce qu'en fait, vous avez rajouté par la suite donc, le fait que vous allez garder le foyer fiscal en France. Donc là, je comprends plus. Vous êtes citoyen fiscal français ou israélien? Non, oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, ma question, donc là, c'était déjà merci pour la réponse. Donc, j'ai bien compris par rapport aux échanges, s'ils étaient en permanence ou ils étaient ponctuels à la demande quand il y a des cas de suspicion. Ma deuxième question, dans un deuxième temps, on a fait, par exemple, si on fait notre alia en Israël depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, mais qu'on n'a pas encore transféré le foyer fiscal français en Israël, donc on a gardé le foyer fiscal en France, quels sont les impacts par rapport à ça? Bon, ça, c'est quelque chose que de nombreux Français continuent à faire. Différentes raisons, on a gardé le foyer fiscal en France. Pour différentes raisons. Oui, ok. Moi, je sais que même à travers le réseau, je sais que Georges David Benayoun, l'avocat, il parle très souvent de ça. Par rapport au foyer fiscal, à partir du moment où on n'a pas informé la France de notre déconnexion fiscale, on est toujours fiscalement français aux yeux de la France. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de prescription qui commence. Si on a gardé un foyer fiscal en France et qu'on n'a pas averti la France de notre départ vers Israël,
par rapport à la France, on est considéré comme résidents fiscaux et on se doit de déclarer ce qu'on a à l'étranger. Et par rapport à Israël, on est considéré comme résident fiscal israélien puisque la résidence, ce n'est pas quelque chose qu'on essaye d'obtenir, c'est quelque chose qui se fait en fonction des faits. C'est-à-dire, si une personne passe plus de 183 jours dans un pays ou si une personne a son centre de vie dans un pays, cette personne-là est considérée comme résident fiscal du pays. Donc, par rapport à Israël, cette personne sera résident fiscal israélien. Mais par rapport à la France, ce n'est pas qu'il est résident fiscal français, c'est qu'il n'a pas fait les choses comme il se doit. Et aux yeux de la France, il est encore considéré comme résident fiscal français. Et donc, lui, si j'essaye de comprendre à travers votre question, peut-être que cette information va vous aider, lui, aux yeux de la banque, à partir du moment où il n'a pas dit qu'il n'était plus français, la banque ne transfère pas d'informations puisqu'elle ne sait pas à qui transférer. Si aux yeux de la banque française, on est encore français, la banque, elle va envoyer à personne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aux yeux du fisc français, il ne fait pas les choses en fonction de la loi, quoi. C'est-à-dire, il devait se déconnecter fiscalement. Et donc, on arrive à un stade où il a une double résidence. C'est quelque chose qui normalement n'existe pas, mais qui existe si la personne n'a pas informé la France de son départ. Donc, la banque ne transférera pas d'informations si elle n'a pas d'informations sur Israël. Mais la banque, c'est laquelle? La banque en Israël ou la banque en France? Non, là, on parle vous m'avez dit s'il garde toujours son foyer fiscal en France. Si cette personne garde toujours sa résidence fiscale en France et qu'il n'informe pas la banque française de son départ, donc aux yeux de la banque française, c'est un résident fiscal français. Donc, le résident fiscal français qui a un compte en France, il n'est transféré à personne. On ne peut pas le transférer à Israël si on n'a pas d'informations sur Israël. Et par rapport à Israël, si cette personne, aux yeux du fisc israélien, et qu'il répond à une résidence fiscale israélienne, la banque israélienne non plus n'est pas censée transférer ces informations à la France. Mais pour ça, il faut être sûr que la banque israélienne l'a bien enregistré comme résident fiscal israélien. Et on sait, et il y a des centaines de cas, les erreurs qui sont commises à la banque, des fois intentionnellement, qu'ils mettent une double résidence à la personne. Ils disent, voilà, il est israélien, mais il a fait son allié de France. Et des fois, ils ne sont pas sûrs que cette personne est vraiment résident fiscal israélien. Donc, ils le mettent et israélien et français. Et donc, il arrive souvent que la banque israélienne transfère quand même ces informations à la France. Et là, après, on est beaucoup plus susceptible à être contrôlé puisque la France reçoit une information d'Israël. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'as pas déclaré? Tu ne t'es toujours pas déconnecté en plus de la France. Donc, tu es français, tu devais me déclarer tes comptes à l'étranger. Et là, il y a un problème. Donc, j'ai répondu, je ne sais pas si j'ai répondu, vous avez compris ma… J'ai répondu, bien sûr, en partie, je vous remercie. Maintenant, est-ce qu'on a une réelle obligation, parce que je connais des personnes, enfin après, c'est peut-être des cas particuliers, qui sont restés comme ça pendant 10 ans, habitant, donc ayant fait leur allié en Israël, donc israélien à part entière, et garder quand même le foyer fiscal en France. Regardez, et moi je connais aussi énormément de personnes, des fois même plus que 10 ans, des fois jusqu'aujourd'hui les gens ne sont pas déconnectés. Mais ce qu'il faut savoir, le problème, c'est qu'on a une réelle obligation et le problème, il est plus grand que ça. C'est que si un jour, par malentendu, la France apprend que vous avez quelque chose à l'étranger, il n'y a aucune prescription qui a commencé. Cette personne est toujours considérée comme résident fiscal français. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes font ça des fois parce qu'ils veulent pas être imposés, ils veulent pas payer l'exit tax. L'exit tax, c'est quand on quitte la France vers un pays qui n'est pas dans l'Union européenne. Israël ne fait pas partie de l'Union européenne. On a imposé sur les plus-values latentes en France, mais les personnes qui n'informent pas la France de leur départ, donc ils passent pas à la caisse, ils n'auront pas payé l'exit tax, et donc ils repoussent comme ça leur paiement d'exit tax. Il y a d'autres personnes qui font ça aussi parce qu'ils veulent pas réveiller la France ou peut-être être amené à être contrôlé à la fin, mais c'est quand même très dangereux par rapport à cette personne-là, puisqu'on ne peut pas vraiment faire confiance aux banques israéliennes qui transmettent à gogo les informations. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'échange sur l'immobilier. On sait qu'on parle d'un échange sur l'immobilier dans les prochaines années aussi. Donc, les gens arrivent à se couvrir au maximum en mettant sur une Théoudat Zéhout, etc. Mais bon, la Théoudat Zéhout, comme vous le savez, c'est une citoyenneté, ce n'est pas une résidence. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, l'étau se resserre et ils arrivent à contrôler de façon vraiment très intelligente des fois. Et donc, c'est pour ça que c'est problématique. Mais on a une réelle obligation. Beaucoup de personnes ne le font pas. Et je sais que Georges David le répète souvent, ça. Ça m'est arrivé de participer à des Zooms où il parle de ça. Beaucoup de personnes ne le font pas, mais c'est très important de le faire. Et surtout si on ne le fait pas parce qu'on ne peut pas payer l'exit tax, donc vraiment on est en fraude par rapport à la France. Et surtout si on ne le fait pas aussi parce qu'on a peur d'être contrôlé. Et là, on reste toujours avec cette peur. Et c'est un fardeau qui reste tout le temps et qui ne part jamais. Et on doit toujours essayer de sécuriser au maximum en Israël pour ne pas que la France la prenne. À la fin, mieux vaut faire en sorte d'informer la France du départ, d'essayer de faire comme il faut les choses et de faire commencer à jouer même la prescription. Parce que c'est dommage.
les 10 ans de prescription ne commencent pas tant qu'on n'a pas informé la France. Même si vous habitez en Israël et que vous n'avez pas fait un jour en dehors d'Israël, mais que vous n'avez pas informé la France de votre départ, il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas de prescription qui a commencé parce que la France va vous dire, écoutez, c'est mauvaise foi. Vous avez continué à déclarer en tant que résident fiscal français. Dans votre avis d'imposition, vous avez continué à omettre cette histoire que vous êtes non-résident, alors qu'il devait déclarer en NR, c'est en non-résident. Et là, c'est problématique par rapport à la France, surtout. Dans notre cas, c'est surtout la France parce que les gens qui ont peur, ils ont peur sur des actifs qui n'avaient pas été déclarés à la France, sur des comptes qui étaient ouverts il y a longtemps. Donc, c'est problématique. La France peut revenir pendant 10 ans. Et même si on quitte la France, on habite en Israël, elle peut quand même revenir. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire commencer à jouer la prescription et informer la France pour faire les choses comme il se doit et ne pas avoir après de soucis tout le temps à se dire est-ce qu'ils vont savoir, est-ce qu'ils ne vont pas le savoir? Parce que quand ils le savent, c'est fâcheux. Ils reviennent 10 ans en arrière. Ils vérifient tous les mouvements bancaires. Moi, j'ai vu quand ils demandent une assistance internationale, c'est les mouvements bancaires des 10 ans. Bien que l'échange d'informations, c'est que depuis 2017. Mais quand la France a une information, là, elle revient 10 ans en arrière. Elle se sert de cette info pour revenir 10 ans en arrière et vous dire, attendez, moi, j'ai 10 ans de prescription. Tant que tu t'es pas déconnecté du territoire fiscal, du territoire français, tu es français. Donc, la prescription n'a pas commencé. On est en 2022. Depuis 2012, je veux tout savoir. Et ils savent tout depuis 2012. Ils demandent, je vous dis, mouvement. Mais les mouvements bancaires, pourquoi c'est problématique? Les personnes achètent des appartements en Israël. Les appartements, on peut le voir avec le mouvement bancaire. On peut voir la mashkenta, c'est-à-dire le crédit immobilier qui a été pris. Il y a beaucoup d'informations que la France peut avoir et ils sont très, 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 très pointueux là-dessus. Ils sont vraiment à la recherche des non-résidents, des comptes détenus à l'étranger. Donc, il faut faire très attention. Rachel, concernant ce sujet-là, je peux passer à autre chose ou... Oui, tu peux passer au sujet suivant. Je suis okay, sûre qu'il y aura encore d'autres questions à derrière. Mais maintenant, voilà, justement, même concernant la question qui a été posée, c'est toujours bien aussi de préciser aux gens, quand vous faites votre alia et que vous avez un appartement, n'oubliez pas de le mettre sur la Théouda Zéhout très vite. N'oubliez pas d'aller vérifier à la banque que vous êtes bien comme résident israélien à la banque, parce que c'est dommage qu'ils envoient des informations alors que vous êtes israélien. Donc, si vous êtes israélien, faites en sorte que tout soit bien enregistré en tant qu'israélien seulement. C'est au Shav Mas Israël Bilvad. Souvent, la France nous induit en erreur et nous dit « Ah, vous payez de l'immobilier en France, donc vous êtes fiscalement français. » Non, l'immobilier se paye dans le pays où on est. C'est la loi universelle. On a de l'immobilier, il appartient au territoire où il se trouve. Priorité d'imposition dans le territoire où il se trouve. Mais ça ne veut pas dire qu'on est fiscalement français parce qu'on a un bien en France. Et les banquiers, souvent, ne savent pas ou ne veulent pas prendre de risques. Et vous dites, attendez, vous avez un bien en France, vous êtes fiscalement français. Donc, non, vous êtes fiscalement israélien. On est résident fiscal israélien. Il faut bien vérifier qu'on est considéré comme ça. Et des fois, par précaution, on obtient un certificat de résidence fiscale aussi de l'administration fiscale israélienne, comme quoi on est bien résident fiscal israélien et qu'on rentre dans la convention entre, il y a marqué dans le certificat, convention between Israël et France. C'est-à-dire c'est la convention entre Israël et la France et que cette personne est bien en règle avec Israël. Mais soyez bien en règle au moins avec Israël, même si vous n'avez pas trop pété avec la France. Donc, ça, c'est pour ce sujet d'échange d'informations. Faites attention, commencez à déclarer, ils ont les infos. Ils ont parlé aussi lors du congrès de la crypto-monnaie. C'est quelque chose dont on parle souvent, les bitcoins, les personnes qui ont investi dans les bitcoins, dans tout ce qui est crypto, le Ethereum, etc. Ces personnes-là, aujourd'hui, ça a été très dur de réussir à pouvoir déposer ces fonds-là à la banque israélienne. La banque israélienne, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, même si elle a été achetée de façon ultra légale et qu'on peut prouver la traçabilité de ces transactions-là. Moi, je connais des gens qui avaient un salaire, le salaire qui a été imposé. Avec l'argent du salaire, ils ont acheté directement avec leur carte bleue, ils ont acheté des crypto-monnaies. Lorsqu'ils veulent transférer ça en Israël sur leur compte en banque, la banque israélienne, non, je ne veux pas de crypto-monnaie, je ne veux pas rentrer dans ça parce qu'on sait que quand on dit crypto-monnaie, des fois, ça peut nous amener à penser qu'il y a eu des choses pas trop légales qui sont. Mais même quand on leur prouve que c'est légal. Alors, l'année dernière, en janvier, la Banque d'Israël avait dit on va commencer à vérifier la traçabilité, si une personne peut être en mesure de prouver la traçabilité et prouver que cet argent et que la provenance des fonds a été gagnée de façon juste, il n'y a pas de problème, on encaissera. Mais ils ne l'ont pas fait. Les seules fois où ils ont encaissé à la banque, c'était quand il y avait vraiment des attaques au tribunal. On connaît une jurisprudence d'une femme qui avait acheté des bitcoins en 2011. Aujourd'hui, elle a gagné 40 millions de shekels avec ça sur une somme de 10 000 euros qu'elle avait investi. Et elle a voulu encaisser, elle a montré que c'était des salaires, elle a montré qu'il n'y avait aucun problème, la banque ne voulait pas. Donc, il fallait aller au tribunal, faire appel. Là, okay, mais pas tout le monde peut se permettre de faire des recours au tribunal pour chaque dépôt de Bitcoin. Donc, pendant le congrès, ils ont dit que là, ça vraiment, ils promettent que cette fois-ci, cette année-là, on va voir très rapidement une souplesse
une légère souplesse par rapport aux banquiers. Ils auront des directives comment contrôler ces crypto-monnaies, si elles ont été, si la provenance des fonds est bonne ou non. Il y a un service juridique à la banque. C'est pour ça que ceux qui ont des cryptos, très important de garder tout l'historique, d'essayer de prouver au maximum la traçabilité, comment ça a été acheté, même si vous avez converti d'Ethereum au Bitcoin, etc. Ça aussi, il faut vérifier. Et les Bitcoins sont imposés, bien entendu, sur la plus-value ou sur une conversion en autre monnaie. Mais c'est pas trop ça que je veux pas parler trop de l'imposition du Bitcoin aujourd'hui. Je veux juste vous dire que pour ceux qui ont des bitcoins, il y aura une réelle souplesse près des établissements bancaires pour l'encaissement et la réception, pour pouvoir percevoir ces fonds provenant de crypto-monnaies sur le compte sans que la banque se braque et soit méfiante et n'accepte pas de réceptionner ces fonds. Il y a une question là-dessus, Rachel, parce que j'ai vu une question de quelqu'un. Non, c'était pas. En fait, c'était un compliment à ton égard, Nathanaël. Ok, super. C'était un compliment à ton égard en ce qui concerne le précédent point. Donc, je n'ai pas vu de questions sur la crypto. Mais je pense que c'est bien parce que je me souviens très bien qu'on avait abordé ce sujet-là dans un des webinaires. Je me souviens. Oui, c'était il y a plus d'un an. À l'idée de ne pas pouvoir accepter, donc que les banques n'acceptent pas les cryptos. Je me souviens de ça. Donc, pour les cryptos, donc ils ont parlé de ça et ils ont parlé des cryptos. Et le troisième point, moi, c'est ce que je veux parler moi aujourd'hui, c'est surtout ça. Enfin, si je veux parler des 3 points, ils ont parlé encore de quelques autres éléments, mais bon, ça, c'est ce qui nous intéresse. Il y a aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous savez c'est quoi les influenceurs, les personnes qui, pour une story sur Instagram ou sur un réseau social, gagnent de l'argent. Ils vont vous montrer un produit, achetez ce produit-là. Eux, ils ont des partenariats avec le vendeur du produit, où ils gagnent de l'argent sur ces stories-là, c'est-à-dire sur ces publications qu'ils font sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, etc. Et jusqu'aujourd'hui, c'était un peu délaissé parce que c'est quand même des revenus. Même si une personne a un partenariat, c'est considéré il a reçu quelque chose en contrepartie d'un travail. À partir du moment où on reçoit quelque chose en contrepartie d'un travail, même si ce n'est pas de l'argent, c'est considéré quand même comme une rentrée d'argent imposable et qu'on doit déclarer. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est un peu pris à la légère. Mais ce qu'on sait, c'est que les influenceurs, ça devient de plus en plus courant. C'est devenu la mode. Les jeunes aujourd'hui, ils ont pour vocation d'être influenceurs. C'est ça qu'ils aiment. Donc, aujourd'hui, ils sont repérés par les impôts. Ils sont dans le collimateur des impôts. Ils sont dans leur radar. On sait aussi qu'il y avait je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a la mannequin Barry Faeli qui avait acheté une très belle voiture. Et en contrepartie de se promener avec la voiture ou d'avoir fait une photo avec la voiture, elle avait eu une très grosse réduction sur le coût de la voiture. Les impôts sont venus la voir. Ils disent voilà, la voiture, elle aurait dû coûter par exemple 100. Tu as payé 60. C'est 40 que tu as gagné. C'est considéré une rentrée, même si tu n'as pas pris de l'argent, mais tu as fait quelque chose. On t'a donné ça ou on t'a fait cette réduction en contrepartie de ton statut, de ton grade. On sait aussi que les influenceurs, chacun prend en fonction de sa cote et de son grade. Il y en a qui prennent 10 000 euros pour une story, mais j'ai demandé à Cristiano Ronaldo et Messi, ils prennent 10 millions d'euros pour une story. Donc, ça veut dire chacun en fonction. Mais ça, c'est de l'argent qui rentre. Et les impôts, on dit d'ailleurs, c'est marrant parce que les impôts aujourd'hui, ils se sont dit qu'ils allaient se mettre eux aussi sur TikTok pour expliquer aux jeunes comment imposer, pour vraiment faciliter cette histoire. Mais si vous connaissez, vous avez des enfants ou des neveux ou des personnes qui sont pas mauvais là-dedans, il faut faire attention parce que ils sont vraiment repérés. Donc, ça, c'était en gros les 3 sujets qui avaient été abordés. Oui, l'échange d'informations. À la fin, c'est sa mère qui est rentrée en prison. C'est pas elle. Mais sa mère est rentrée en prison parce qu'elle a pris sur elle. Mais la prison de Barry Faeli, c'est pas du tout par rapport à ce que j'ai dit. La prison de Barry Faeli, c'était par rapport au fait qu'elle avait caché sa résidence fiscale israélienne. Elle a mis ça sur la tête de sa mère. Sa mère avait fait de l'évasion fiscale, il faut aussi le mentionner. Parce qu'elle s'était inscrite comme résidente fiscale américaine. Et l'État a dit à la fin, on ne peut pas être imposé nulle part, ça n'existe pas. On ne peut pas jouer. Vous savez que même en France, lorsque vous partez en Israël et que vous avez 10 ans d'exonération, la France, des fois, il y a marqué dans la Convention, dans le chapitre 4, ils le disent, si jamais vous allez dans un pays où vous ne payez pas d'impôts, c'est-à-dire que vous êtes imposé qu'aux revenus de ce pays-là, c'est ce qui se passe dans les 10 ans, on peut des fois être requalifié comme résident fiscal français. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça n'existe plus de ne payer nulle part. On sait vrai que sur la retraite, vous allez me dire, en France, on n'est pas imposé à la source lorsqu'on est non-résident français. En Israël aussi, on la déclare pas, c'est vrai. Mais lorsqu'on parle de sommes qui sont importantes, Barry Faeli avait joué sur sa résidence fiscale américaine, avait caché sa résidence israélienne, et c'était sa mère qui avait camouflé ça. Et donc, il parlait de dizaines de millions qui n'avaient pas été déclarés.
et aussi elle avait omis des revenus qu'elle avait à Singapour dans le terme d'un accord. Donc ça veut dire, moi je ne parlais pas de ça. Je ne parlais pas de ça à Barefa Ali, ça c'était, quand j'ai parlé de la voiture, c'était un cas spécifique qu'elle avait eu, qui était partie la voir. Voilà, tu as eu une voiture en contrepartie d'une story, tu nous dois de l'argent, mais pas du tout la prison. Et c'est un autre cas complètement. Donc voilà, en gros, les cas qui ont été, je récapitule très vite et aussi je rajoute juste une petite parenthèse. Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'échange d'informations et que vous devez déclarer, je répète, on n'a pas besoin de déclarer tous les comptes qu'on a à l'étranger. On a besoin de déclarer les revenus qu'on a générés sur ces comptes-là. Si vous avez un compte où il n'y a pas, où on n'a rien gagné là-dessus, on n'a pas besoin de déclarer. Mais il faut faire très attention qu'on n'ait rien gagné là-dessus. Pas j'ai gagné un petit peu. Il y en a qui disent bon, les intérêts, ils n'étaient pas, j'ai pas gagné grand-chose. À partir du moment où on gagne quelque chose, on doit le déclarer. Le seul moment où on doit tout déclarer à Israël, ce qu'on a même les comptes en banque et même les appartements à l'étranger, c'est uniquement lorsqu'Israël vous envoie une déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine s'appelle Hatzarat On. Israël peut vous envoyer ce courrier-là après les 10 ans, ça arrive très souvent. Ils disent maintenant, je veux savoir tout ce que tu as. Et là, quand ils demandent, je veux savoir tout ce que tu as. Si on est après les 10 ans, on est obligé de tout noter. Si on est pendant les 10 ans, ne notez surtout pas ce que vous avez en dehors d'Israël parce que ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de leur dire, on est exonéré. Mais après les 10 ans, on est obligé de déclarer ce qu'on a. Mais la déclaration de patrimoine, ce n'est pas tout le temps, c'est seulement si on la reçoit. Par contre, l'avis d'imposition et la déclaration fiscale annuelle, ça, c'est tout le temps et c'est tous les ans qu'on est obligé de déclarer les revenus qu'on a générés et perçus en dehors du territoire israélien. Donc ça, c'était, je vous ai dit pour l'échange d'informations, faites attention, payez. Les cryptos, il y a une bonne nouvelle apparemment, entêtez-vous s'il y avait des cryptos à la banque, montrez-leur l'historique et la traçabilité des fonds. Et pour les influenceurs aussi, ce que j'ai dit, c'est que c'est des revenus imposables, qu'ils aillent consulter ou voir comment ils doivent déclarer ça, mais surtout lorsqu'on sait qu'il s'agit des sommes qui s'accumulent au fur et à mesure, les impôts n'accepteront pas de fermer les yeux. Et c'est très facile aussi de savoir c'est qui parce que c'est en fonction des followers. On peut voir les personnes qui ont beaucoup de personnes qui les suivent. Et plus on a de personnes qui les suivent, plus on est connu et plus ces personnes-là font tout de suite du business avec leur compte. Donc, un jeune connu aujourd'hui, automatiquement, il va faire du business parce que c'est dommage. Il a beaucoup de personnes qui le suivent. C'est un influenceur. C'est quelqu'un qui a un impact et une influence. Donc, il faut qu'il déclare. Il y a des questions, là je peux répondre si vous voulez en encore quelques minutes, sinon… non, je n'ai pas vu de questions, je n'ai vu que des remerciements à ton égard, voilà. Ok. Donc, moi j'ai une dernière petite question, j'ai une dernière question, j'en profite. Une dernière question, oui. Tout à l'heure vous aviez parlé de l'exit tax. Elle est calculée comment pour avoir, si on doit calculer le montant approximatif, c'est quoi? C'est le mode de calcul? Non, il faut déjà détenir plus de 50%. Si on sait des sociétés, il faut détenir plus de 50%. Il faut voir les plus-values qui ont été… il faut voir les plus-values qui ont été faites lorsqu'on était en France, mais ça, allez voir un fiscaliste parce que c'est vraiment… il y a des plafonds, il n'y a pas de plafond. Ça, il faut voir. Il faut vraiment… Ça, c'est important que vous dites ça parce que les personnes, quand ils partent de France, ils disent… Ça m'arrive très souvent, ils me disent « Moi, je ne sais pas si j'ai de l'exit tax à payer ou non. » Mais ça, il faut aller voir. Et vous savez, Israël, c'est comme les personnes, par exemple, qui louaient des appartements en long terme, en Airbnb, en court terme, et ils disaient « Ah non, moi je déclare en long terme, je ne savais pas qu'il fallait déclarer. » Les impôts, ils n'aiment pas le « je ne savais pas ». Ils disent « Vous avez gagné de l'argent dans votre pays où vous étiez en France, vous savez qu'il fallait déclarer. » Comment ça se fait que dès qu'on arrive en Israël, d'un coup, vous ne savez plus qu'il faut payer des impôts sur les revenus fonciers? Et à cause de ça, justement, ils ont fait passer la non-déclaration des revenus fonciers en pénal. C'est-à-dire c'est devenu du pénal parce qu'ils n'aiment plus ces histoires de « je ne savais pas ». Donc, même pour les personnes qui quittent la France et qui ont peut-être un exit tax à payer, qu'ils aillent consulter un fiscaliste en France, et qu'ils vérifient s'ils ont ou pas à payer. Des fois, il y a des montages aussi pour essayer d'éviter le paiement des taxes, je sais, lorsqu'on baisse les parts, etc. Mais bon, allez vérifier. En particulier, ça c'est surtout pour des gens qui ont des entreprises, mais pour un particulier, il n'a pas d'exit tax normalement. Normalement, non, mais il faut vérifier si on n'a pas un plafond, si on n'a pas, je ne sais pas exactement combien c'est. Bon, ça, c'est quelque chose qui est complètement à part. Dernier point, juste, je voulais rajouter pour ceux, par exemple, des personnes qui encore vivent, enfin, font leur allié en Israël et qui gardent le foyer fiscal en France. Une des raisons aussi, c'est parce que c'est pour le revenu. C'est-à-dire que si, par exemple, ils décident de s'inscrire à Pôle emploi malgré tout en France, habitant quand même en Israël, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils gardent encore leur foyer fiscal en France. Et donc, mais non, mais vous comprenez pourquoi c'est mauvaise foi alors? Ou que c'est comme les personnes qui veulent avoir une allocation, qui reçoivent des allocations ou qui veulent continuer à profiter en fait de choses qui ne concernent que les résidents fiscaux français, alors qu'ils ne sont plus résidents fiscaux français. Donc, ça veut dire, en fait, c'est comme quelqu'un qui perçoit par exemple des allocations en tant que Français alors qu'il ne doit pas les toucher lorsqu'il n'est plus résident, mais il préfère rester. Ben, il y en a plein qui font ça, qui préfèrent rester
français pour continuer à toucher ce qu'ils avaient, ou par rapport à Pôle emploi, ou par rapport où ils ont peur d'un contrôle, ou par rapport à l'exit tax. Mais quand même, c'est quelque chose qu'on est obligé. Il y a pas de... On a quitté le territoire, on doit l'informer au fisc et on doit vérifier ce qu'on a à faire. Et ça vaut le coup de l'informer, parce que je peux vous dire que les personnes, plus elles repoussent, plus les années avancent, plus les taux se resserrent, plus les banques israéliennes coopèrent. Il y a une coopération, vous imaginez même pas, nous, notre cabinet avait attaqué les banques à la Cour suprême il y a 3 ans sur l'échange d'informations. Il y a une coopération aujourd'hui qui est vraiment folle, c'est-à-dire c'est limite, ils s'envoient un WhatsApp et l'autre envoie toutes les informations que la personne a. À l'époque, pour pouvoir échanger des informations avec en assistance internationale, il fallait vraiment prouver, et la France devait prouver, justifier qu'il y avait une raison pour laquelle elle demande, et Israël n'envoyait pas aussi facilement. Aujourd'hui, on avertit. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut, si jamais la banque elle vous dit que les informations ont été demandées par la France, vous avez 2 semaines, vous pouvez faire appel. Et quand on fait appel, il y a des personnes même qui attaquent des fois la banque, qui font un tsav menia, c'est un décret qui attaque et qui demande de ne pas transférer les informations. Après, ils vont au tribunal pour expliquer pourquoi ne pas transférer ces informations-là, surtout quand les personnes sont vraiment résidents fiscaux israéliens et qu'il n'y a pas de raison de les envoyer. Mais quand même, faites attention. Aujourd'hui, la coopération, elle est vraiment, 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 elle a été élaborée et c'est en 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, boum, ils ont ce qu'ils veulent. Donc, c'est pour ça qu'il faut déclarer, ou au moins régularisez-vous bien par rapport à Israël. Ne soyez pas mal partout, quoi. Payez vos revenus locatifs sur l'immobilier que vous avez ici et déclarez les revenus que vous générez en dehors du territoire, c'est super important. Et on peut plus rien cacher aujourd'hui, surtout avec les lois des espèces, avec les lois des échanges, avec les Revolut, avec les trucs, ils savent tout, ils bloquent tout, et les banques peuvent se permettre de bloquer même s'il y a une suspicion sur quelqu'un.